Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, ce drame hier soir à Sainte-Marie. Une femme de 58 ans a été tuée par arme à feu dans son appartement. Son compagnon a été gravement blessé au visage. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce meurtre. La mobilisation nationale contre la réforme des collèges a été suivie en Martinique. 19% des enseignants du collège se sont mis en grève selon le rectorat. Dans leur ligne de mire, notamment la suppression des classes européennes et bilingues. Vivre sans électricité, c'est encore possible en Martinique. Au Gros Morne, certains habitants attendent toujours d'être raccordés. D'autres se contentent d'un réseau sous tension. La mairie assure traiter le problème avec le SMEM. Enfin, c'est une réflexion sur la Martinique haute en couleurs. Le plasticien Abdafaï présente sa nouvelle collection de peintures à la Villa Chantecler jusqu'au 27 mai. Le résultat de plus de 6 mois de travail. Et notre invité ce soir, vous le voyez, est Ida Mandala d'Action Sida Martinique, avec qui nous parlerons d'un rendez-vous d'information sur les infections sexuellement transmissibles. Un atelier adressé aux jeunes demain à Ducos. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cet homicide hier soir à Sainte-Marie. Une femme de 58 ans a été tuée par arme à feu à son domicile. Les voisins ont alerté les secours en entendant les détonations. Son compagnon a été retrouvé gravement blessé au visage. Il a été transféré à l'hôpital Pierre-Zob d'Aquitman. Une enquête a bien sûr été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame. Voyez plutôt ce reportage d'Anaïs Gall et Loïc Régis. Attention, certaines images peuvent choquer. Ces traces de sang témoignent de la violence du drame qui s'est déroulé ici hier soir. Une femme est abattue par arme à feu au beau milieu de son appartement. À 21h45, des détonations alertent les voisins qui préviennent immédiatement les secours. À leur arrivée, la victime est décédée. Son compagnon est retrouvé entre la vie et la mort dans le couloir. Il souffre d'une importante blessure à la joue. Des riverains témoignent anonymement. J'ai entendu 2 détonations. À vrai dire, je ne savais pas qu'il s'agissait de coups de fusil. Et c'est le voisin que j'ai vu un petit peu affolé. Par la suite, je suis descendue. Et qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? J'ai vu le monsieur couché à terre et beaucoup de sang. On l'a décrit comme quelqu'un d'assez calme. Oui, assez calme, gentil, et je la connaissais, donc je la voyais, toujours accompagnée de son compagnon. Selon les premières suppositions, il s'agirait d'un crime passionnel. N'acceptant pas la rupture, l'homme aurait tué sa compagne avant de retourner l'arme contre lui. Une hypothèse pour les gendarmes, mais pour l'instant, aucune piste ne doit être écartée. L'enquête est en cours avec tous les moyens techniques et d'investigation classiques dans lesquels nous les employons sur toutes les pistes possibles de travail, mais en ne privilégiant pour l'instant aucune des pistes. La victime était employée à la sous-préfecture de Trinité et avait 3 enfants. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Son compagnon devrait être entendu par les gendarmes dès que son état le permettra. Les chiffres du jour, 77 kilos de cannabis et 2 armes à feu. C'est ce qu'ont saisi les autorités dans la nuit du 13 au 14 mai dernier lors d'un débarquement à Pointe-des-Nègres à Fort-de-France. 5 personnes ont été interpellées lors de cette intervention. Parmi eux, 4 Martiniquais et un ressortissant vénézuélien. Leur chargement était destiné à alimenter le marché local. Il a été présenté ce matin à la presse. Écoutez les précisions du substitut du procureur et du chef d'antenne Caraïbes de l'Ocertis. Ils répondent à Julien Goudichaud. Parmi les 4 Martiniquais, il y a des personnes déjà défavorablement connues de la justice, pour certaines déjà même connues pour des faits de trafic de stupéfiants. C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête sous l'égide du parquet de Fort-de-France sur une équipe martiniquaise faisant des trafics de stupéfiants de différents types, cocaïne et herbes de cannabis à destination et de la Martinique et de la métropole. Cette saisie représente plus de 200 000 € de valeur marchande de cette drogue. C'est une saisie vraiment importante parce qu'elle est à destination de la Martinique et qu'elle touche nos populations. Le point particulier sur cette affaire, c'est la découverte d'armes de guerre. Nous avons récupéré 2 armes, un revolver en calibre 38 et surtout un pistolet mitrailleur en 9 mm avec silencieux. Donc là, on est vraiment en présence d'une arme de guerre particulièrement préoccupante.
Ces quelques images à présent qui sont familières à tous ceux qui ont transité par Fort-de-France et le Lamentin. La journée a été pleine d'embouteillages en cause des petits accrochages de ci, de là. Le dernier a eu lieu entre le pont de Châteauboeuf et l'échangeur de Dillon il y a moins d'une heure dans le sens Lamentin-Fort-de-France. Un bouchon créé par un accident entre deux véhicules. Aucun blessé grave à signaler, heureusement. Notez en revanche ce blessé grave au Morne Rouge. Un homme de 58 ans a chuté d'un manguier aujourd'hui. L'hélicoptère Dragon 972 est allé le chercher pour le ramener à l'hôpital Pierre-Zop d'Aquitaine. À son arrivée, l'homme ne sentait plus aucun de ses membres. Il avait une paralysie complète. Au chapitre social, ce rassemblement maintenant devant le rectorat à Schœlcher ce matin. Comme dans l'Hexagone, les enseignants ont protesté contre la réforme des collèges présentée par Najat Vallaud-Belkacem. Une série de changements prévus pour la rentrée 2016 dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. Dans leur ligne de mire, surtout la disparition des classes européennes et des classes bilingues. Céline Chalonneau. Dans les collèges du département, les emplois du temps ont été sensiblement modifiés ce mardi. Marie-Anna, accompagnée de ses parents, a tenu à être présente ce matin devant le rectorat. Une démarche importante pour elle, elle craint en effet la disparition annoncée de sa classe de latin. Marie-Anna, collégienne au Marin, a fini 2e l'an dernier au rallye latin. J'aimerais beaucoup que mon frère et ma sœur puissent découvrir aussi cette matière qui me plaît beaucoup. Et si on la supprime, en fait, la culture va disparaître. C'est la langue, le français est une langue latine. Et maintenant, si la langue disparaît, on ne va plus comprendre d'où viennent nos mots. On ne va même plus comprendre comment est née notre propre langue. On ne cesse dans nos cours de latin de faire des ponts avec les autres disciplines d'abord. Et puis au niveau méthodologique, au niveau de l'apprentissage en lui-même, les élèves apprennent la rigueur. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue ancienne. Et on tient à cette distinction. Elle sera morte avec la réforme. Encore une fois, la réforme ne passe pas. Pour les enseignants grévistes, elle est totalement contre-productive. Ce sont les élèves déjà fragiles qui décrochent le plus rapidement. Nous n'avons rien contre justement l'interdisciplinarité, mis à part qu'au niveau volume horaire, on va considérer que dorénavant, dans cette réforme, les élèves auront moins d'heures au niveau de ces disciplines. Pour l'intersyndicat SNES-FSU, il faut mettre les moyens et embaucher des enseignants. C'est une baisse des moyens. On déguise une baisse des moyens par une réforme gadget qui sera la solution à toutes nos difficultés au collège. Cette rencontre ce matin avec la rectrice n'a pas abouti. La participation à la grève aujourd'hui des enseignants dans l'Académie Martinique a été de 9%. Une mobilisation qui dans les prochains jours risque bien de se durcir. Autre mouvement à Saint-Pierre depuis hier, la MAS, la maison d'accueil spécialisée qui dépend de l'établissement Maurice Despinois, a entamé une grève illimitée. Les négociations avec l'administration ont été entamées cet après-midi. Les grévistes affiliés à la CGTM Santé réclamaient la titularisation des contractuels et davantage de matériel pour une meilleure prise en charge des patients. Ils dénoncent également un climat de grande fatigue et d'insécurité du personnel en sous-effectif. Et puis à Fort-de-France, le hall du Conseil général a été pris d'assaut aujourd'hui par une poignée de grévistes du foyer de l'enfance de Rivière-Lor. Une action spontanée pour attirer l'attention de la présidente du département sur leur structure. L'établissement accompagne les jeunes de 0 à 18 ans en grande détresse sociale, mais l'encadrement de cette structure est fragile selon les salariés. Écoutez ces précisions recueillies par Céline Chalonneau. Nous demandons dans l'immédiat du personnel pour renforcer une unité qui est en souffrance depuis plus de 2 mois. Et aussi nous demandons des professionnels que nous n'avons pas depuis l'arrivée de Madame la directrice. Et là, nous avons constaté qu'aucun travail n'avait été fait. Ces personnes n'ont pas réalisé la souffrance des enfants et aussi la souffrance du personnel. Aujourd'hui, je crois que c'est Madame la présidente du Conseil général seule pourra entendre la souffrance de ces enfants. Grève également chez les pompiers. Ce matin, ils étaient une quinzaine à bloquer l'accès à leur atelier pour dénoncer l'insalubrité de leur lieu de travail. S'ajoute également un matériel et des véhicules en mauvais état, selon ces professionnels. Écoutez le secrétaire général de la CGTM sapeurs-pompiers. Il répond à Julien Goudichaud. Nous dénonçons quand même les conditions inadmissibles où les sapeurs-pompiers vivent. Sur notre plateforme revendicative, nous avons 3 axes principaux, c'est-à-dire les conditions de travail, les conditions de carrière également et le recrutement de 4 sapeurs-pompiers professionnels.
Nous sommes entendus, mais les moyens ne sont pas là. De plus en plus, les engins commencent à tomber en panne, ils se font vétustes. On commence à manquer de matériel dans les casernes, du petit matériel basique, des colliers cervicaux, des pansements. On ne fait pas d'économie dans le secours. Le secours, c'est quelque chose que personne n'est à l'abri. Les VSAV, les ambulances vont partout en Martinique. Si elles ne sont pas fiables, comment on pourra arriver chez les Martiniquais? Et pour refermer ce chapitre social, notez que la CSTM appelle à nouveau à une grève générale demain. La dernière du genre avait bloqué les accès aux principales zones industrielles du Lamentin. La CSTM entend avec ce mouvement relancer l'intérêt des pouvoirs publics pour le conflit de la fourrière départementale qui dure depuis le 29 janvier dernier. En politique, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, est arrivé en Martinique ce matin. Une visite de 2 jours qui a commencé par la trésorerie de l'hôpital du Lamentin. Cet après-midi, il s'est rendu à la direction interrégionale des douanes à Cluny, un acteur important du financement de nos collectivités locales. Notez qu'en 2014, le service des douanes et droits indirects a perçu 533 millions d'euros en Martinique. La politique, il en sera également question ce soir. Nous sommes mardi. Ce soir, Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Maïki Rask reçoivent David Zobda d'un regard sur l'actu politique. Ce sera à 20h, juste après la tranche info. Voilà ce qui vous attend. David Zobda, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs d'ATV. Est-ce que vous allez faire campagne derrière Serge Letchimy pour la collectivité territoriale de Martinique et quelles ont été vos conditions ? Aucune condition spécifique, mais je vous confirme que je vais faire campagne. Je serai un acteur essentiel de la campagne d'Ensemble pour une Martinique nouvelle et je pense avoir l'étoffe qu'il faut pour cela et l'ambition pour à la fois la Martinique et pour la circonscription centre-atlantique sur laquelle je serai en particulier. Mais bien évidemment... Vous serez tête de liste sur la section centre-atlantique ? Nous ne raisonnons pas comme ça. Peut-être qu'on vous l'a déjà expliqué. Nous considérons que cette campagne qui s'annonce est une campagne compliquée, difficile, mais qui va consacrer une équipe et un leader. Il n'y a pas de division sectorielle. Mais il y aura un nom à la tête de chaque liste bien évidemment, de section. Ce sera celui de David Zobda pour le centre-atlantique. Très probablement. Probablement. Il y en aura peut-être d'autres. Voilà, la suite, ce sera à 20h d'un regard sur l'actu politique sur ATV, évidemment. Question, combien de fois vous lavez-vous les mains dans une journée ? On l'oublie parfois, mais le lavage des mains est un geste capital, à tel point que le ministère de la Santé lui a même consacré une journée. C'était hier et le centre hospitalier du Saint-Esprit a tenu à marquer le coup. Les patients de l'EHPAD en ont fait une pièce de théâtre et plusieurs démonstrations ont été faites. Le savon, l'eau et les mains dans tous leurs états, c'est un reportage signé Loïc Régis. Il faut d'abord se mouiller les mains, c'est-à-dire enlever toutes les salissures possibles. On prend une dose de savon. Rinçage, séchage, le tour est joué. Ça peut paraître long, mais 30 secondes, c'est le temps nécessaire pour éliminer la majorité des bactéries rencontrées durant la journée. Il faut être très vigilant pour ne pas effectivement disséminer les germes sur d'autres supports parce qu'on pense que toujours nos mains sont propres parce qu'il n'y a pas de salissure visible. Mais nos mains sont en fait souillées parce que nous avons touché de multiples supports que d'autres ont touchés. C'est ce qui s'appelle la transmission croisée. Et les microbes se cachent parfois dans des lieux insoupçonnés. Le fait de toucher une surface qui n'est peut-être pas nettoyée préalablement peut effectivement, ou ne serait-ce que clavier d'ordinateur ou un portable, peut effectivement salir les mains. Alors ici, on fait passer le message de manière pédagogique, mais aussi sous le ton de l'humour. Les pensionnaires de l'EHPAD du Saint-Esprit jouent une pièce de théâtre qui rappelle les gestes du quotidien. La veille, tout là, c'est la veille. C'est ça. Un acte qui serait visiblement pris au sérieux. Et à chaque fois que je vais quelque part, je touche des trucs que je lave bébé tout le temps. À chaque fois qu'on va manipuler quelque chose, il faut se laver les mains avant. Même lorsqu'on a fini de manipuler la chose, il faut se relaver les mains. Un geste à réaliser sans compter selon cette professionnelle de la santé. Jeu de main, jeu de vilain, mais avec du savon, cela se transforme en un geste sain.
Joli, Loïc Régis. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au Gros Morne, où certains habitants courent toujours après l'électricité. Entre absence de raccordement et trop basse tension, nous verrons comment ils s'en sortent. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la rencontre de Yolène Lossen et de son ouvrage Le fruit de la passion, l'histoire d'un enfant élevé entre la Martinique et l'Hexagone. Mais avant, puisque nous parlions d'enfants, intéressons-nous aux 14 ans et plus. C'est à eux que s'adresse le rendez-vous de demain à Ducos. Un atelier sur les IST, les infections sexuellement transmissibles. On en parle avec notre invitée. Bonsoir Ida Mandala. Bonsoir Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes coordinatrice de la formation chez Action Sida Martinique. Action Sida Martinique interviendra demain auprès des jeunes à l'occasion de ce fameux atelier. Ce sera à 14h30 au Centre d'animation artistique et culturelle de Ducos. Un rendez-vous qui s'adresse aux jeunes des 14 ans. Ça me paraît très jeune, 14 ans. Pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, 14 ans, ça me paraît jeune. Est-ce qu'à 14 ans, on est déjà sexuellement actif et on a déjà besoin d'être informé là-dessus? Eh bien, pas tous les jeunes de 14 ans sont sexuellement actifs, mais il est nécessaire d'avoir quand même les informations afin de savoir comment on peut agir par la suite. Il vaut mieux être prévenu trop tôt que trop tard, finalement. Prévention. Ça fait plus de 30 ans qu'on parle du sida. Les infections sexuellement transmissibles existent depuis toujours. On en parlait déjà dans l'Antiquité. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs? Pourquoi il est encore question de rabâcher tout le temps aux gens qu'il faut faire attention, qu'il faut se protéger? Eh bien, Fanny, les jeunes et les moins jeunes, tout le monde sait que les méthodes de protection, les connaissances, les transmissions, mais au niveau du comportement, il y a encore des problèmes pour se protéger. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer les messages de prévention, messages surtout d'utilisation du préservatif et aller se faire dépister. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que le dépistage, les gens doivent aller se faire dépister pour justement... Pour éviter la transmission. Pour éviter la transmission, on transmet de facto et du coup... Alors, est-ce que c'est pas à l'école qu'on devrait apprendre tout ça, qu'on devrait apprendre le fonctionnement du préservatif, qu'on devrait nous rabâcher l'utilisation? Est-ce que ça se fait à l'école? Oui, ça se fait à l'école. Tant que ça aussi, ça peut se faire à la maison, dans le cadre parental, en fait. Donc demain, vous allez parler aux enfants, il faudra parler aux parents aussi? Oui, tout à fait. Donc, pour améliorer la communication parents-enfants, donc c'est nécessaire que les jeunes puissent avoir la bonne information, parce que vous savez, Fanny, au jour d'aujourd'hui, la sexualité, elle est au grand jour. Donc, mais il y a toutes sortes d'informations, mais les jeunes ne savent pas vraiment décoder. Donc, il faut leur donner les bons codes. Ça peut se faire à l'école comme ça peut se faire à la maison. Demain, on parlera dépistage, traitement, contraception. Quelle est la réalité martiniquaise en ce qui concerne le dépistage? Est-ce que les gens vont se faire dépister? Est-ce que les gens suivent des traitements? Est-ce que les jeunes ont... Il y a beaucoup de questions. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions. Mais parce qu'on en a toujours plein des questions. Oui, tout à fait. Donc, la réalité, c'est que il y a un recul de l'utilisation du préservatif, il y a une augmentation des IST, des grossesses non désirées. Donc, on remarque aussi il y a un recours au dépistage, notamment chez les jeunes, et aussi l'âge du premier rapport sexuel est environ 15-16 ans. Donc, nous, on intervient aussi sur le campus, sur une action de dépistage, de proximité, et on remarque que les jeunes qui se font dépister ont en moyenne 21 ans. Donc, l'âge du premier rapport sexuel et la première fois qu'on fait un dépistage à 21 ans, il y a quand même une bonne marge. Et une bonne marge. Et tout ça, il y a quand même des pratiques sexuelles à risque. Donc, il faut en parler, il faut continuer à en parler des pratiques sexuelles à risque parce que ça continue d'arriver. Bon, tout ça, ce sera au programme donc demain de cette journée, cet après-midi, puisque c'est à 14h30, oui, cet après-midi d'information, réunion d'information pour les jeunes. C'est 14 ans et plus, donc c'est ouvert aux jeunes. Donc on va être là à parler justement des infections sexuellement transmissibles, de dire que ça ne se voit pas. Forcément, c'est souvent asymptomatique. Ça veut dire que, justement, on peut avoir une infection puis ne pas s'en rendre compte. C'est sur ça qu'on veut axer le message. C'est pour ça qu'il faut aller se faire dépister. Voilà, faites-vous dépister, le message est passé. Et il passera encore mieux demain, rue Zizine des Étages à Ducos, au Centre d'animation artistique et culturelle de la ville, à 14h30. Merci beaucoup, Ida Mandala, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Parlons culture à présent avec ce travail que nos férus d'art local attendaient impatiemment. Le plasticien Abda Faye est à la Villa Chanteclair, une exposition éclair démarrée vendredi dernier et qui s'achève déjà le 27 mai prochain. L'artiste y présente ses interrogations sur la société martiniquaise
Des questions traduites en couleurs par des pinceaux à la cadence parfaite. Anaïs Gall, Élodie Toto. La Martinique, voilà sa source d'inspiration. Pour Abda Faye, l'art contemporain est avant tout une émotion. À travers une quarantaine de tableaux, ce conteur d'histoire se questionne sur sa terre natale et ses tiraillements identitaires. Il y a tout un truc comique dans cette île-là, un peu schizophrène, qui m'interroge. Et aussi toute la notion de l'identité, tout ça me touche. Et puis aussi le combat des Martiniquais d'essayer de prouver au monde caribéen qu'ils sont caribéens. Mais il y a tout ça qui me titille un peu. Un homme à tête de poisson, un croissant de lune, la végétation, l'artiste se plaît à jouer avec les signes et les symboles. Naturellement séduit par le jaune, l'or et tout ce que ces couleurs représentent, Abda Faye a cette fois choisi de se confronter à un autre univers, celui où le rouge domine. C'est un travail où j'ai décidé de me mettre en danger, c'est-à-dire essayer de sortir de mon quotidien, de tout ce que je sais bien faire. C'était plus comment composer avec quelque chose qu'on n'aime pas qui m'amène au bonheur. Pour moi, c'était une très belle expérience parce que j'ai fait un beau voyage dans l'art. Dans cette galerie, c'est le peintre qui s'expose, mais Abda Faye est un artiste aux multiples facettes, un touche-à-tout. Gravure, performance, musique et même vidéo, une manière pour lui de repousser sans cesse les limites. Nous sommes dans une société où nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés dans toutes formes de choses. Et l'art permet de s'évader, d'évoluer, de réfléchir, d'être joyeux, d'être même triste. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'artiste est là comme un miroir. Un artiste à découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 27 mai à la Villa Chanteclair. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers et tout de suite le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Gros Mort, où certains habitants vivent encore sans électricité. Les uns attendent d'être raccordés au réseau, les autres se contentent d'une alimentation sous tension. Une situation que la municipalité assure prendre à bras le corps en partenariat avec le syndicat mixte de l'électricité de Martinique, le SMEM, dont c'est la mission. Guy Raphaël René. Pendant près de 40 ans, Marie a eu de l'électricité grâce à un de ses voisins. Depuis le décès de ce dernier, elle s'inquiète pour la conservation de ses vaccins d'insuline. Entre-temps, elle a dû s'équiper d'un groupe électrogène pour alimenter son foyer, mais pour elle et son fils, la situation reste inconfortable. Le groupe électrogène, il est là, mais on ne peut pas le faire fonctionner 24 sur 24, donc c'est pas possible. Le groupe électrogène va tourner 3 heures par jour, donc c'est pas suffisant pour maintenir des éléments en état de conservation correct. Et puis nous n'avons pas de frigidaire, nous n'avons rien. Et puis maintenant, j'ai acheté un an, ça fait au moins 4 mois, mais juste pour ma piqûre. Je ne peux rien mettre comme chair dedans. J'aurais aimé qu'on me donne une poche de lumière, puisque je souffre assez comme ça. Comme eux, cette autre maison connaissent les mêmes difficultés à Rivière-les-Ardes. Dans un autre quartier, celui de Duverger, Max est pourtant proche du réseau haute tension, mais attend désespérément son raccordement depuis 25 ans. Tout le temps, je dois amener l'ordinateur en réparation, puisque vu le courant du groupe n'est pas stable. Donc on a des dommages pour les réfrigérateurs et les congélateurs. Ça, c'est pas une vie, c'est pas normal ça aujourd'hui. Et vous voyez que le réseau n'est pas si loin. À quelques mètres, c'est un tout autre problème. Albert déplore un manque de puissance sur son réseau. Une anomalie qui lui a déjà coûté cher en perte d'appareils électroménagers. Il y a un peu plus de 10 ans, comme il y a eu beaucoup de raccordements dans les environs, ma tension est devenue plus faible. Et ça arrive le soir que mes lumières s'éteignent parce que j'ai des tubes à starter, donc ça s'éteint. Et ma télé aussi se disjoncte parce que mon onduleur n'arrive pas à supporter cette tension qui est trop faible. En mairie, une quarantaine de dossiers de raccordement est en attente d'instruction, mais l'édilité fait le constat d'un réseau défectueux depuis le passage du cyclone Dean en 2007. Une situation que la municipalité tente de rétablir avec la coopération du syndicat mixte d'électricité en charge du réseau. En connivence avec le président du SMEM, qui est M. Ralph Monplaisir, eh bien, nous nous sommes mis en accord pour qu'on puisse faire accélérer la situation. Et EDF, de ce côté, qui lui aussi a pris contact avec la ville, est en train de s'organiser. Nous nous organisons, tant le SMEM, tant l'EDF que la commune du Gaumont, afin qu'au fait qu'ils soient alimentés déjà au réseau, mais que la prestation qu'ils payent soit à la hauteur de leurs attentes. Une étude concernant les travaux à effectuer est en cours.
Elle sera suivie d'une première phase de renforcement du réseau basse tension par EDF, puis d'une deuxième pour les extensions de réseau par le SMEM pour les nouvelles constructions. Et attention justement demain aux coupures d'électricité à Saint-Joseph de 7h30 à 14h45 à l'habitation Jonction. Et puis au Lamentin de 8h à 13h, quartier Plaisance, Daubert, Pelletier, Manzel, Bécouillat, Bois-Jolimont, les lotissements Plaisance, Jolimont, Grand-Champ et la résidence La Roseraie. Il y aura également des coupures d'eau demain de 8h à 16h à Fort-de-France, boulevard Atully, rive droite Levassor, Pointe de la Vierge, Tartançon, Bellevue et Clairière. Et à Saint-Joseph, au quartier Belle-Étoile, résidence Les Hameaux, Choco et Allée Choco, Bois-Neuf, Rivière-Blanche, lotissement Rivière-Blanche, la ZAC Choco-Choisy et la Charmille. Enfin, refermons cette page pratique avec un œil, comme toujours, sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galéria demain de 9h à 14h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard à Fort-de-France de 9h à 16h. On termine avec l'histoire d'un enfant élevé par sa grand-mère, puis par sa mère, entre la Martinique et l'Hexagone. C'est en somme ce que raconte Le Fruit de la Passion. L'ouvrage est signé Yolène Lossen, ancienne normalienne qui s'est professionnalisée dans l'accompagnement d'enfants handicapés. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à sa rencontre. Après la peau sauvée en 2011, Yolène Lossin récidive cette année avec Le Fruit de la Passion, l'histoire de Vadim, cet enfant ballotté entre la Martinique et la métropole, puis la province, une incompréhension mutuelle entre fils et mère. Vadim m'indispose. J'ai du mal à le cerner. Son comportement complexe est un mélange de susceptibilité, de timidité et de décharges agressives, violentes, aussi bien en classe que dans la cour. Ses postures m'évoquent celles d'un débile mental. Drôle de titre, direz-vous, pour un roman qui raconte l'histoire assez douloureuse de Vadim, un garçon qui aura connu les difficultés liées au déplacement après avoir été séparé de sa mère. En fait, une histoire comme tant d'autres sous le soleil des tropiques. Vadim, c'est un enfant paquet. Alors, je vais vous dire ce que c'est qu'un enfant paquet. C'est un enfant qui a été confié momentanément à un membre de sa famille pour permettre à la mère, le plus souvent, soit de trouver du travail en France ou bien de faire des études. Le plus souvent, ça se passe apparemment bien, parce qu'il reste toujours des séquelles. Mais le souci, c'est la durée de la séparation. Yolène Lossin est une femme marquée par la souffrance des enfants, de ces nombreux enfants qu'elle a dû encadrer professionnellement. J'ai eu, en travaillant dans les RAZ, la psychologue qui m'a interpellée en me disant « Yolène, j'ai 2 enfants antillais qui ont des problèmes un peu similaires, mais qui ont du mal à m'en parler. » C'est de là que lui vient l'inspiration. Mon cher papa, je préfère t'écrire quand je ne suis pas arrivée à te convaincre. J'avais pourtant tout préparé dans ma tête, mais tu ne m'as pas permis de m'exprimer comme je le souhaitais. Et pourtant, dans ce roman, l'amour occupe une grande place. Amour, abandon, séparation. Je ne dis rien du tout. Ta langue batifole, tes lèvres font un « O », tandis que caracolent tes doigts qui sur ma peau glissent, caressent et volent. Voilà un livre à voir absolument à la maison dans sa bibliothèque. Et puis notez que Yolène Lossin sera en séance dédicace les 21 à la médiathèque du Lamentin, 28 à la médiathèque de Trinité et le 29 à Schellcher. Comme ça, vous pourrez la voir, ce livre. Merci beaucoup Hubert Bornil. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.